Nouveaux invités sont arrivés pour la table ronde. Donc c'est une deuxième thème. Hein. On a vu donc de manière très concrète, très subtile, y compris dans les renversements d'attitudes, ce qu'il en était de cette stigmatisation, de cette discrimination. Maintenant, on va parler être musulman en France. Qu'est-ce que c'est ? Quelles pratiques religieuses, quelles institutions, quelles représentations, etc. Alors nous allons en parler avec Nassira Ghenif Souilamas, qui est auteur de beaucoup d'ouvrages. J'en ai apporté un qui est La République mise à nu par son immigration, si j'arrive à le trouver sans le faire tomber. Hein. Donc c'est un ouvrage collectif, également à la Fabrique comme le précédent. Donc il y a Nassira d'un côté, il y a, là je voudrais juste être sûr de ne pas me tromper, il y a Mourad... Non, voilà, qui est là, pardon, c'est ça, c'est pour ça que j'ai commencé à présenter très rapidement tout à l'heure, qui est Mourad Agoun, qui vient de Lyon, enfin de la région lyonnaise. Je peux le dire, en plus, vous êtes connu avec une des figures de la rédaction de Mediapart, on est tous des figures, qui est Fabrice Arfi, qui est le lyonnais de la rédaction, et donc vous êtes une figure du Mas des Taureaux, hein, qui est un quartier, du Taureau, pardon, qui est un quartier militant associatif et engagé, on va le voir, sur justement qu'est-ce que c'est qu'être jeune musulman, qui vous représente et dans ce pays. Et puis, il y a Abdelatif Hadjat. Abdelali, pardon. Voilà, Abdelali, excusez-moi, toutes mes excuses. Hadjat, qui est sociologue, qui a notamment fait un livre très important, que je recommande, Les frontières de l'identité nationale, et qui montre que, sur un thème qu'on a vu tout à l'heure, l'injonction à l'assimilation en France, comment elle fait des ravages. Et je termine par Patrick Simon. Pourquoi par Patrick Simon ? Parce que vous êtes l'auteur d'une immense enquête qui a été faite par l'INED, l'INSEE, dite TEO, hein, qui est l'enquête de référence qu'on a longuement traitée sur Mediapart, justement sur qu'est-ce que c'est qu'être musulman en France, immigré musulman, qu'est-ce que c'est que leur pratique religieuse. Est-ce que vous pourriez nous en résumer les conclusions ? D'abord, c'est pas une enquête. Je ne suis pas l'auteur de l'enquête. Non, c'est collectif, vous imaginez. Bien sûr, c'est une immense enquête qui permet d'ailleurs de savoir qu'il y a, par rapport au fantasme, exactement 4,1 millions de musulmans. On a fait l'exercice d'essayer de qualifier la taille de la population musulmane en France. Pour le faire, on est parti d'une définition, d'une autodéfinition par les personnes enquêtées, qui ont dit si elles avaient une religion ou pas. Donc elle n'est pas dérivée du pays de naissance des personnes ou de leurs parents, elle n'est pas inférée, elle est vraiment le résultat de leur propre déclaration. Et en faisant des estimations pour sortir des groupes d'âge qui étaient représentés dans l'enquête, on obtient cette estimation à peu près de 4 millions de personnes qui peuvent se qualifier de musulmanes en France, avec des degrés de croyance et de pratiques extrêmement variés, mais à minima qui se considèrent comme inscrites dans l'islam. Pourquoi l'enquête s'appelle Trajectoire et Origine ? L'enquête s'appelle Trajectoire et Origine, Théo, parce que il nous était important de concilier deux dimensions extrêmement présente dans les expériences sociales. D'une part, l'impact de l'origine dans les positions des habitants en France, et d'autre part, leur trajectoire, c'est-à-dire pas simplement être figé sur l'origine, mais aussi de regarder comment ça s'articule avec toutes les autres positions qui sont acquises au cours de la vie. Et on a essayé de décrire ça dans un questionnaire assez long, qui parle aussi de religion. Et donc notre idée, c'était d'essayer d'en savoir un peu plus aussi sur le rôle de la religion dans la construction des identités, des pratiques. Est-ce que ça segmente ou pas ? Comment ça s'articule avec d'autres dimensions de l'individualité, des expériences sociales ? Et on a fait ce portrait en partie des musulmans en France. Il n'y a pas de grande révélation parce que sur le fond, on sait aussi quand même on a quand même des bribes d'informations à travers des sondages qui sont faits assez régulièrement, qui sont plus ou moins bons, mais enfin qui donnent quand même une idée des pratiques et de qui sont les musulmans en France. Par contre, ce qu'on a essayé de voir derrière ces 4 millions de personnes, c'est est-ce que les hypothèses selon lesquelles on a une radicalisation, on a un renforcement de la dimension religieuse dans les croyances et dans les expériences. Est-ce que ça se vérifiait dans l'enquête ?
Donc on a comparé le niveau de religiosité chez les parents et chez les enfants, chez les immigrés et chez les descendants d'immigrés qui sont nés en France. Alors, premier constat, les immigrés se déclarent plus religieux que le reste de la population. Oui, alors les immigrés se déclarent plus religieux en général que le reste de la population, quelle que soit leur religion, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, protestants ou musulmans. Explication, réponse, analyse? Il y a plusieurs réponses à ça. D'abord, ils viennent de pays qui, la plupart du temps, ont un rapport où la religion joue un rôle social beaucoup plus important qu'en France. Donc la sécularisation dans ces sociétés est un peu différente et ça se retrouve dans leur propre trajectoire personnelle. Et puis deuxièmement aussi parce que le fait d'être en situation de minorité et en migration dans un autre pays renforce aussi la religion comme un trait identitaire qui permet de maintenir aussi un certain nombre de relations avec la culture, qui n'est pas simplement la religion, mais qui la déborde très largement, dans laquelle la religion joue un rôle. Donc ça renforce, ou en tout cas ça maintient, ça préserve une partie de cette dimension religieuse, là où peut-être dans d'autres circonstances elle aurait été moins puissante. Ça c'est une des explications. Mais par ailleurs, même si elle se maintient, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sécularisation qui se produit aussi. Alors justement, les parents et les enfants, puisque vous avez étudié ça, ce qu'on observe comment quand ça même se malgré passe? tout, c'est qu'il y a assez rapidement une recomposition du rapport à la religion. D'abord parce que pour les immigrés eux-mêmes, la religion en France n'est pas la religion qu'ils avaient pratiquée au pays. Et puis deuxièmement, pour leurs enfants qui grandissent en France, qui sont socialisés, scolarisés, le contexte est différent. Et donc là aussi, il y a une transformation dont l'une des modalités, c'est en fait la déperdition du sentiment religieux, tout simplement, mais qui est, dans le cas de l'islam, moins forte que dans les cas des autres religions. C'est-à-dire que la transformation, la transmission d'une génération à l'autre de l'inscription religieuse est plus forte dans le cas de l'islam, et dans le cas du judaïsme d'ailleurs, que dans le cas du catholicisme. Sentiment de religion minoritaire, sentiment lié à la discrimination? Parmi les éléments qui expliquent cette transmission, il y a effectivement le rôle donc encore que joue la religion dans l'identité, mais aussi le reflet de l'expérience dans la société. Et donc, on l'a débattu dans la première table ronde, le fait que l'islam soit identifié et thématisé comme étant une religion problématique fait que les personnes qui ne se définiraient pas spontanément, éventuellement comme musulmanes, sont renvoyées à une identité religieuse qui peut ne pas être importante pour elles, mais qui le devient de façon indirecte par l'image qu'en ont les personnes qu'elles fréquentent. Au niveau de la pratique assidue, si tant est qu'elle existe au niveau des jeunes, est-ce que vous êtes parvenu à l'expliquer, notamment par un sentiment plus décomplexé? Ces jeunes se sentent chez eux, ils n'ont pas de mal, pas de honte, entre guillemets, à sortir avec un djellaba pour aller à la mosquée comme ça par rapport à leurs parents ou pas du tout? Ça, dans l'enquête, on ne peut pas avoir, à ce degré-là de précision, on ne peut pas trouver ça. On a essayé de regarder quel était le nombre de jeunes qui déclaraient un niveau de religiosité supérieur à celle de leurs parents. Et de fait, c'est assez réduit, c'est moins de 8%. Variant selon les origines nationales, parce que ça a aussi une influence. Je veux dire, les Marocains n'ont pas nécessairement le même rapport à la religion que les Algériens. Il y a un moins haut degré de religiosité chez les Algériens que chez les Marocains, par exemple. Les subsahariens de l'Ouest ont aussi un rapport à la religion un peu différent. Bref, autour de 8 à 10% qui sont dans une dimension, dans une dynamique d'expression religieuse plus forte que celle qu'ils identifient pour leurs parents. Et à l'inverse, on a quand même autour de 20% de ces jeunes nés en France qui disent qu'ils ont une religiosité nettement moins forte que celle de leurs parents, voire même plus du tout de rapport à la religion. Exactement. Donc si on doit faire une description, ce qu'on appellerait plutôt le renforcement du religieux, c'est à peu près un peu moins de 10%, et ce qui est plutôt une prise de distance vis-à-vis de la religion, c'est plutôt 20%. Donc à bien choisir, finalement, les tendances sont plutôt vers une plus grande sécularisation, mais c'est vrai que devenir moins inscrit dans la religion n'est pas l'élément le plus visible et le plus saillant dans les débats publics. Et il est évident qu'une minorité très active a tendance à attirer, elle est plus visible et elle attire les commentaires. Audible aussi. Et elle est audible, et peut-être qu'elle sort en djellaba, j'en sais rien. Mais en tout cas, bien qu'on ait des questions sur les signes religieux, mais pas la djellaba, parce que je ne suis pas sûr que la djellaba soit vraiment considérée comme un signe religieux. Quelles étaient les réponses sur les signes religieux? Les réponses, il faut les ramener. Évidemment, le signe religieux principal, c'est le port du voile. Donc, c'est celui-là qui est le plus spectaculaire et c'est celui-là qui est le plus évoqué. Et il n'est pas absolument négligeable dans des groupes, notamment chez les jeunes filles d'origine turque,
Qui le revendique. Il peut, en tout cas, elle le déclare. Je ne sais pas, on n'a pas d'éléments sur la façon dont elles conçoivent le voile au moment où elles le portent, mais en tout cas, elles disent qu'elles le portent. Oui. Et c'est associé d'ailleurs à des expériences de rejet. On a des questions sur le fait d'être perçu négativement, et c'est associé à ces expériences-là dans la vie sociale. Nassira Ghenif-Souilamas, l'islam est la deuxième religion de France, quantitativement. Nous sommes le premier pays musulman d'Europe, si on compare en proportion. Comment, par rapport à cette réalité-là, qui est en plus une réalité d'une longue durée, entre le sacrifice des musulmans dits tirailleurs au moment de la Première Guerre mondiale, c'est documenté, c'est pour ça qu'il y a une grande mosquée à Paris, on pourrait remonter encore plus loin, comment l'État français fait-il par rapport à cette relation avec cette religion? Quel est le bilan de l'attitude? Parce qu'on ne comprend pas bien, on voit des discours un jour, des rencontres avec des comités, etc. Quelle est votre analyse de la façon dont l'État a institutionnalisé l'islam en France? Alors en fait, on pourrait d'abord peut-être dire que, si je peux me permettre, par rapport aux résultats qui ont été évoqués, c'est des choses qui étaient déjà très présentes dans tout un ensemble de travaux qualitatifs. Et il me semble que ça confirme... Oui, c'est une enquête quantitative qui confirme des études de terrain. Il y a une très forte convergence par rapport à l'ensemble des travaux qualitatifs qui ont été menés depuis 20 ans à peu près, et qui finalement confirment tout un ensemble d'intuitions qui consistaient à dire qu'être musulman, c'était une singularité parmi d'autres. Et que ça n'est sans doute pas du fait des musulmans que c'est devenu quelque chose qui était constitué un problème. Alors qu'est-ce que ça donne du côté effectivement de l'État et de la manière dont l'État perçoit cela? Je pense qu'il y a une mise en perspective qui est essentielle, qui est celle de la présence de l'islam dans le contexte de l'empire colonial. Et c'est sans doute à partir de cela qu'on peut comprendre pourquoi est-ce que finalement, est-ce qu'on est dans une institutionnalisation inédite de l'islam, ou est-ce qu'en fait il ne fallait pas reprendre le fil de la place de l'islam dans le contexte colonial pour en fait lui réassigner une place dans le contexte d'un État qui s'est défait de ses colonies, a liquidé son empire, s'est européanisé, c'est-à-dire qu'il s'est tourné vers l'Europe après avoir été une puissance coloniale, et qui donc dans ce contexte devait en quelque sorte requalifier, reconfigurer sa relation à l'islam. Je pense que ça nous permettrait d'une part de comprendre qu'on n'est pas dans une discontinuité. En fait, il n'y a pas eu un moment donné où il n'y avait pas d'islam en France, c'est un moment donné où surgirait il faut quelque chose. C'est sur Internet, je le dis à tout le monde, tapez Grande Mosquée de Paris, discours, et vous verrez les discours dans les années 20 au moment de l'inauguration de la Grande Mosquée. Il y a à la fois cette présence-là, mais je pense que ça renvoie aussi à une présence qui, pendant très longtemps, englobait l'Empire. C'est-à-dire que l'islam n'a jamais été absent, en tout cas depuis un certain nombre, au moins depuis 2 siècles, il est présent dans l'histoire de la société française et de l'État français. Donc cette reconfiguration, elle s'est faite de façon tout à fait intéressante. Vous évoquiez tout à l'heure la séparation entre l'État et les églises. Eh bien, on pourrait dire que d'une certaine manière, il est question de créer une église musulmane de France. Et il y a une sorte de trope qui finalement se reproduit, se reconfigure à travers la nécessité d'avoir un interlocuteur qui représente l'islam en France, peut-être même à dessein, afin d'en faire un islam de France. Et de façon tout à fait intéressante, peut-être même que la configuration de l'Église a servi, alors sans doute inconsciemment, parce que personne ne revendiquerait cela, mais dans l'ensemble des tractations qui se sont menées à l'initiative de Joxe, puis ensuite de tous les ministres de l'Intérieur successifs, il semble qu'il y ait une nécessité finalement de domestiquer l'islam à tel point qu'il ressemble à quelque chose qui fasse sens dans le contexte de l'État-nation français et de sa relation houleuse. On parlait de la structure qui a été créée. Voilà. Alors en fait, donc l'Église musulmane de France, ce serait le CFCM, qui effectivement a une structure qui a été initiée, voulue par l'État, qui a été l'objet de longues tractations, de négociations d'abord assez discrètes, puis ensuite non seulement concrétisé par Nicolas Sarkozy. D'abord par Joxe, puis Chevènement, puis qui a été concrétisé de manière très tonitruante par Sarkozy dans les conditions. C'est l'État qui a choisi les membres. Non, en fait, il y a un vote qui s'est opéré, mais ce qu'il faut d'emblée avoir à l'esprit, c'est qu'on est dans une structure pyramidale. C'est-à-dire qu'il y a un conseil national avec des conseils régionaux, avec des CRCM ensuite. Avec des CRCM, et que cette structure pyramidale, d'une certaine manière, elle rappelle une certaine conception hiérarchique qu'on retrouve dans l'Église. Alors est-ce qu'il y aurait là la nécessité de reconstituer un interlocuteur tel qu'il a toujours été finalement présent face à l'État français?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette structure, enfin cette instance, pose un certain nombre de problèmes, puisque les conditions de sa mise en place, les logiques de cooptation qui ne sont jamais complètement élucidées, les attentes politiques et idéologiques qui sont exprimées de façon directe ou de façon implicite à l'égard de ces organes et de leurs représentants. Parce que vous parlez du modèle de l'Église, alors qu'en réalité, on a toujours tendance à faire la comparaison avec la communauté juive et même avec le CRIF. Oui, alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, tout le monde pensait que, d'ailleurs, ça avait été l'objet d'une note humoristique de Vincent Gesser. Je crois qu'il avait dit que ça a failli s'appeler le crime, parce que l'idée, c'était effectivement de reprendre exactement la même structure. Mais il me semble qu'on est dans quelque chose de plus hybride, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de la résurgence de cette relation privilégiée que l'État français a toujours eue avec le catholicisme. Et en fait, je pense qu'on est aussi sur une manière d'assimilation de l'islam qui irait jusqu'au fait de lui conférer une représentation qui serait celle... Vous pensez au Concordat que justement a fait tomber d'une certaine manière cette relation privilégiée, la loi de 1905. Le problème qui est quand même spécifique, c'est que normalement justement la liberté dans le culte musulman, c'est qu'il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de centralité. Alors comment on fait ? C'est un État laïque qui prétend précisément ne pas s'immiscer dans la pratique des cultes, qui a donc décidé de constituer un interlocuteur face à lui, qui soit un interlocuteur dans lequel il y aurait une hiérarchie. C'est-à-dire qu'on est dans une configuration tout à fait inédite, où, contrairement à la manière dont fonctionne l'islam sur un mode où effectivement c'est beaucoup plus horizontal, avec très peu d'interlocuteurs dans une hiérarchie religieuse, là on se trouve dans une configuration où en fait il faut constituer de toute pièce une hiérarchie et lui faire jouer un rôle précisément pyramidal, D'ailleurs, vertical. même au niveau local, on a déjà vu plusieurs maires qui se sont immiscés dans les affaires de mosquées. C'est très courant. Ils choisissent même des fois les imams. Oui, donc en fait on voit bien qu'il y a une nécessité de reconstituer cet interlocuteur qui existait dans le contexte colonial et qui là serait de nouveau en quelque sorte... En même temps, pour résoudre des problèmes, il faut un interlocuteur. Oui, mais ça veut dire qu'on lui sous-traite aussi tout un ensemble de problèmes ou de considérations ou effectivement d'objectifs. On l'a vu à plusieurs reprises dans les débats publics ou dans des déclarations publiques qui parfois avaient même un caractère un peu malheureux. Il s'agissait effectivement de sous-traiter la paix sociale, l'apaisement dans les quartiers. Au moment de 2005, ça a été particulièrement sensible. Et c'est à cela en fait que doit servir le CFCM. Alors justement, Morad Agoun, puisqu'on parle quartier, je préfère les quartiers populaires, je n'aime pas ce terme, non pas à Mediapart, ce terme banlieue qui a l'air de dire qu'il y a un monde là barbare à l'extérieur. Vous, donc dans la région lyonnaise, vous avez été un militant associatif, y compris vous avez participé parfois, je sais, à des insurrections qui sont venues de cette jeunesse qui se sentait délaissée. Comment vous voyez cela, c'est-à-dire l'évolution de la reconnaissance, qu'on a parlé des discriminations, là on parle de qu'est-ce que c'est être musulman, comment est-ce représenté, qu'est-ce que c'est que ces vieilles barbes du conseil du culte musulman, où est-ce qu'ils sont représentatifs, comment vous ressentez tout ça? Nous, alors, moi le problème c'est qu'on a un conseil consultatif qui représente tous les musulmans. Moi on ne m'a pas demandé mon avis, donc je ne sais pas comment il a été coopté par l'État. Et après, on dit qu'il n'a pas de... Oui, il y a un mode de scrutin qui est très controversé. Un mode de scrutin qui est pas... Qui n'est pas connu d'ailleurs. On ne sait pas comment ça fonctionne. Ça se fait au niveau du mètre carré, des mosquées. Voilà, donc c'est les mètres carrés. C'est un vote qui se passe dans les mosquées. C'est un vote par rapport au mètre carré des mosquées, mais en même temps, après, il y a des... Des mètres carrés, je ne comprends pas. C'est des hommes qui votent, ce n'est pas des mètres carrés. Mais si vous avez une mosquée avec tant de mètres carrés, vous avez tant de voix. C'est un système un peu farfelu, où en gros, concrètement, on a décidé de mettre des gens... cooptés, qui vont bien, qui sont sous influence parfois de pays étrangers d'origine, de nos parents. Voilà. Et c'est ces mêmes gens qui vont nous dire à nous, voilà comment on doit vivre l'islam en France, alors qu'il n'y a pas de clergé dans l'islam. Le problème, c'est que nous, on est français. La réalité, elle est là. C'est que moi, je suis français et que... Vous n'êtes pas algérien, vous n'êtes pas qatari, vous êtes non, pas... je suis français, voilà. Moi, voilà. Mes parents sont algériens, ils s'appellent Mohamed et Zora, et je suis français aujourd'hui, et je suis musulman, comme j'aurais pu être athée, comme j'aurais pu... Voilà. Et moi, aujourd'hui, on me définit que comme musulman. Ça, c'est un vrai problème aussi qu'on a dans nos quartiers. C'est qu'aujourd'hui, on veut nous définir que comme musulmans, alors qu'on est tout. Il y en a qui sont chercheurs, il y en a qui sont féministes, il y en a qui sont
Ouvriers, voilà. Et là, aujourd'hui, on essaye de nous réduire à musulmans, et ce serait le conseil consultatif qui va décider de ma vie à moi pour tout. Moi, en tant que militant associatif, on n'a jamais milité en tant que militant associatif musulman. On a eu un combat contre l'islamophobie parfois, pour le droit, l'accès au droit, l'accès au logement, l'égalité, voilà. Mais aujourd'hui, on décide, voilà, on va travailler sur les musulmans. La réalité, c'est qu'avant, moi, j'étais fils d'immigrés. Après, j'étais français de deuxième génération. Aujourd'hui, je suis musulman. Donc, on me disqualifie, la République me disqualifie toujours en me traitant de... Ils ne veulent pas me nommer de français. Voilà. Moi, comment je le ressens, c'est ça. C'est le fait de dire aux gens, vous êtes musulmans, c'est aussi mettre une particule en disant, vous n'êtes pas français à part entière. Vous étiez Beur, issu de la diversité. Beur, issu de la diversité, issu de l'immigration deuxième génération. Là, je suis musulman, demain, Mais la réalité, c'est qu'on me dit jamais, je suis français. Et c'est là où ça pose problème. C'est qu'on a une République qui dit, on ne reconnaît pas les communautés, et pourtant, moi, me définit comme une communauté de musulmans. Parce que je suis militant associatif, je suis élu aussi. Donc j'ai passé le pas. Élu dans une commune. Élu dans une commune. Vous êtes élu de gauche dans une mairie de gauche. Voilà. Je suis élu d'opposition. Élu d'opposition dans une mairie front de gauche. Voilà. Ah, élu front de gauche contre. Non, je suis élu de gauche. Ah, de gauche. Dans une mairie front de gauche, je suis d'opposition. D'opposition, voilà. La gauche est diverse. Donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est que moi, quand je me suis présenté aux élections, voilà, on a eu un débat. On a eu le débat sur la religion, sur l'école, voilà, comme tout citoyen, on parlait de tout. Moi, quand je fais du porte-à-porte, le fait religieux, c'est pas quelque chose qui était prégnant tout le temps. Les gens ne parlaient pas que de ça. Ils me parlaient de l'école, ils me parlaient du logement, ils me parlaient du travail. Et j'ai l'impression que les gens d'en haut, je ne sais pas comment les nommer, hein, les élites bien pensantes, ils croient qu'on se lève le matin et notre seul problème, c'est, voilà, est-ce que le CFCMI fonctionne Non, mais il faut arrêter, quoi. Je crois qu'à un moment, il faut dire stop. La religion, c'est de la sphère du privé. Et si les jeunes, aujourd'hui, militent pour avoir une mosquée, c'est parce qu'ils sont dans la logique de « on est français, on va prier chez nous ». Voilà, c'est pas comme nos parents qui nous disaient « chut, tais-toi, on va rentrer dans notre pays ». Oui, c'est pour ça que je parlais de rapport décomplexé tout à l'heure au niveau des jeunes. Bah, les gens, ils sont chez eux, ils veulent prier dans des conditions normales. Et la laïcité, c'est ça aussi. C'est avoir une mosquée, on a le droit d'aller prier, ou ne pas prier, hein, voilà. Donc les gens aujourd'hui, c'est ça, ils revendiquent le fait de dire si je suis musulman, je veux le faire dans des conditions normales, dignes. Et si je ne le suis pas, je ne le suis pas. Mais c'est important de le dire, c'est parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les gens, quand ils se lèvent le matin, c'est comment on va vivre la religion? C'est les médias, c'est les politiques, c'est pas ce qu'ils ont besoin, les gens dans les quartiers, c'est de boulot, c'est de logement, c'est d'accès aux droits, c'est pas ça. C'est pour ça que je dis que c'est important de dire ça. On y a fait allusion sous les années Sarkozy, y compris dans ce qui est devenu l'opposition. On entend des phrases, des propos, des attitudes, des stigmatisations. On les a traitées. Mais là, c'est la gauche qui est au gouvernement, aux affaires. Comment, par rapport à ces questions-là, vous qui êtes élu de gauche, vous voyez, est-ce que vous avez le sentiment que sur ces questions-là, justement, il y a des paralysies, des préjugés Bien sûr. également répartis? Bien sûr, il y a beaucoup de peur même à gauche. C'est-à-dire quand on vous dit vous êtes musulman, c'est à gauche aussi. C'est ça que je voulais dire au fond. Oui, bien sûr, on me l'a déjà dit. Oui. Ou on ne me le dit pas. C'est encore plus pernicieux. C'est-à-dire que je préfère qu'on me le dise, au moins c'est clair, que quand on ne me le dit pas. Mais en gros, voilà, c'est la minorité visible qu'on va mettre dans une liste. Bon, moi j'étais tête de liste, donc j'ai pas ce problème. Mais c'est toujours ce côté un peu pernicieux à gauche. Mais comme vous disiez tout à l'heure, les démocraties vivent bien si on aide les minorités. Aujourd'hui, être musulman en France, c'est compliqué. Il y a certaines personnes qui n'osent pas le dire. Parce qu'ils se disent, si je suis musulman, si je dis que je fais le ramadan, allez, direct, on va faire le parallèle. Aujourd'hui, vous avez des retours comme ça, des gens de Vaux-en-Velin qui vous disent, je préfère taire le... Moi, il y a des gens qui me disent, j'en parle pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est un sujet... Voilà, c'est pas tabou, mais c'est un sujet, on n'en parle pas. Voilà. Je fais le ramadan, je ne le dis pas, comme ça, j'ai pas envie de faire un débat sur... les gens ne sont pas les défenseurs de l'islam au niveau national ou au niveau international. C'est ça aussi le problème, c'est que dès que vous dites que vous êtes musulman, il faut avoir un avis sur le Pakistan, sur l'Afghanistan, sur ce qui se passe en Tunisie, en Syrie, en Algérie, au Mali. Ah oui, vous êtes convoqué par la géopolitique mondiale avec l'islam. Il faut que vous définissiez l'islam sunnite, wahhabite, tout ça. Moi, comme je dis souvent, je ne suis pas le représentant des musulmans de France, je ne suis pas théologien, je suis un simple citoyen.
musulman qui essaye de vivre mon islam normalement, voilà, qui essaye de mon islam avec toutes ses contradictions, parce que la réalité, c'est aujourd'hui on est aussi papa d'enfants qui sont nés en France et qui sont musulmans un peu, mais en même temps ils entendent à la télé, voilà, être musulman c'est pas bien, donc il faut les rassurer, leur dire que c'est pas très grave, c'est pas dangereux. Voilà, aujourd'hui on est dans une dualité un peu bizarre. Et puis on ne parle jamais aussi de la religion de mes parents, qui était la religion universelle. Comme je dis souvent, la religion des anciens, c'était le partage, l'entraide. Voilà, c'était ça aussi. C'est aussi ça la religion. C'est pas que des fanatiques ou des grands discours moralisateurs. C'est aussi l'entraide, voilà. Abdelali Hadjat, justement, par rapport à cette assignation, être musulman, vous avez, dans la suite de ce livre-là, où vous parliez de cette injonction à l'assimilation, vous avez eu un coup de colère dont Mediapart s'est fait l'écho, dans ce tournant-là des premiers mois de la présidence Hollande, où le ministre de l'Intérieur a fait comprendre qu'il préférait l'injonction de la nationalité française au vote, la promesse qui était faite que les immigrés, les étrangers non communautaires puissent voter aux élections locales. Donc oui, c'est clair que c'est un reniement par rapport aux engagements présidentiels de François Hollande. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'était l'attitude qu'a eu le gouvernement par rapport aux naturalisations. Et c'est en lien avec la question de l'islamophobie. C'est pas complètement déconnecté. Expliquez-nous alors. Là, il faut savoir que historiquement, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'on a une chute du nombre de naturalisations, environ 50% pour 2011 et l'équivalent aussi de 50% pour 2012. La première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que la France... Qu'on a une chute aussi radicale du nombre de naturalisations. Donc on a un taux depuis 1945 qui oscille entre 70 et 80%. Là, en 2011 et 2012, c'est un taux de refus de 50%. Une demande de naturalisation sur deux est rejetée. Donc ça, c'est du jamais vu. Alors avant que 70-80% étaient acceptés. Voilà. C'est ça. Donc c'est lié à des conditions d'attribution de la nationalité française durcies. Donc c'est un long processus qui a commencé à partir de 2003-2006. Et parmi les conditions de durcissement, donc il y a des questions de travail. Donc là aussi, il y a des conséquences de la crise économique sur la baisse du nombre de naturalisations. C'est-à-dire qu'on demandait aux étrangers, pour avoir la nationalité française, d'avoir un contrat de travail à durée indéterminée. Donc tous les CDI, les CDD étaient mis de côté, ajournés, refusés. Puis on a une autre dimension, c'est la question de l'assimilation culturelle. C'est-à-dire que depuis 2006, on a l'introduction de la notion de droit et devoir et de connaissance de l'histoire de la société française. Et parmi les connaissances à savoir, il y a des questions qui vivent spécifiquement les musulmans. Donc des questions qui portent sur l'égalité homme-femme, qui portent sur la question de la laïcité, etc. Et qui ne sont pas posées pour d'autres migrants venus d'autres zones culturelles. Exactement. Donc c'est des questions qui sont posées qui visent l'autre absolu musulman. Donc l'homme musulman sexiste, homophobe, qui cloître sa femme à la maison, qui espionne ses filles, qui font des mariages forcés, etc. Et ce genre de pratiques sont des pratiques qui visent spécifiquement les musulmans. Et il se trouve que majoritairement, ce sont des musulmans qui demandent la nationalité française aujourd'hui en France. Donc lorsqu'on parle de... Donc la porte d'entrée est plus verrouillée qu'avant, non pas liée au pays, mais au fait d'être de culture, de religion supposée musulmane. C'est ça. Et donc c'est quelque chose d'inédit, là encore, puisque la question de l'assimilation, je ne vais pas faire l'histoire, mais la question religieuse était centrale uniquement dans le droit colonial. C'est vraiment dans le droit colonial qu'on a une discrimination en fonction de l'appartenance religieuse. Donc on pensait qu'après la Seconde Guerre mondiale, enfin après les décolonisations, pardon, les étrangers, pas de distinction selon entre la les religion. étrangers. Et depuis les années 2000, on a ce retour de la question de la religion comme critère d'attribution de la nationalité française. Donc il n'y a pas de discrimination légale. Mais en pratique. Il y a des pratiques discriminatoires qui sont dénoncées
par le CCIF, qui sont aussi dénoncés C'est-à-dire, par le Bellali, justice. concrètement, lors des entretiens, il y a par exemple des questions du rapport à la religion. Est-ce que vous faites le ramadan? Est-ce que vous faites le ramadan? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous allez à la mosquée? Donc j'ai fait des enquêtes dans des bureaux de dénaturalisation. Et il y avait des questions qui portaient sur le hijab en lui-même. Donc il y a une jurisprudence du Conseil d'État qui date de 1994 qui dit que le fait de porter le hijab ne constitue pas un défaut d'assimilation, donc on ne peut pas refuser pour ça. Mais des administrations demandent aux femmes de l'enlever, et si les femmes refusent, on va leur mettre un défaut d'assimilation. Ou des situations où on va faire entrer un homme dans le bureau pour voir si la femme qui avait enlevé le hijab le remet si elle voit un homme entrer dans le bureau. À l'inverse, on va tester, entre guillemets, l'assimilation d'un homme musulman lorsqu'une femme lui tend la main. S'il rejette, on va lui mettre défaut d'assimilation. Donc on a ce genre de pratique observée dans les bureaux de dénaturalisation qui montre un rejet de la part des instances de l'État de certaines catégories de la population. Et lorsque vous vous posiez la question tout à l'heure de la relation de l'État avec l'islam en général. L'État, ce n'est pas un bloc monolithique. Donc, chaque type d'administration a ses propres logiques, etc. Donc, on a parlé du ministère de l'Intérieur, qui gère le culte. Je viens de parler de l'administration spécifiquement chargée des naturalisations. Ce qui est intéressant d'un point de vue, ce qui est sociologiquement observable, c'est qu'on a une diffusion dans l'espace administratif, dans les différents espaces administratifs, de l'idée que les musulmans posent problème. Donc, du point de vue du culte du ministère de l'Intérieur, l'objectif, c'était de contrôler une population musulmane supposée être dangereuse et menaçante. Donc, on supposait que leur comportement est déterminé par leur appartenance religieuse. Donc, on va institutionnaliser l'islam de forme, certes pour gérer des questions de culte, il y a des véritables problèmes, mais aussi pour gérer une menace. Donc, d'où l'intervention du CFCM lors des révoltes urbaines de 2005. Donc, brûler des voitures, c'est contre la propriété, c'est contre l'islam, donc il faut arrêter de brûler des voitures. On suppose aussi une solidarité entre les musulmans français et les soldats irakiens contre l'occupation. Donc, il y a une injonction qui est faite au CFCM d'aller en Irak pour essayer de libérer les otages français et les ramener en France. Quel est le lien entre musulmans français et les solidarités et des soldats irakiens qui luttent contre l'occupation, etc. Donc on a cette idée que les musulmans sont déterminés par leur appartenance religieuse. Et ce que dit Mourad Agoun, c'est ça, c'est qu'on a une injonction à l'identité religieuse qui est typique du discours orientaliste colonial et aujourd'hui néocolonial. Cette manière de voir les choses, de dire que des musulmans ou des supposés musulmans agissent parce qu'ils sont musulmans, on les retrouve par exemple à l'école. Lorsque il y a des professeurs qui donnent des anecdotes d'enfants qui discutent ou qui contestent tel élément du programme d'histoire, c'est parce qu'ils sont musulmans. Si la personne commet un acte répréhensible, c'est parce qu'il est musulman. Et donc cette manière de voir les choses, c'est pas du racial pur, entre guillemets, mais c'est de la racialisation. C'est l'idée que l'islamité détermine le comportement individuel. Je vais essayer de vous poser à tous les quatre une question un peu difficile, puisque pour essayer de positiver, se dire, bon, on voit le paysage. On sait aussi que ce que nous défendons ici, on le sent dans le système médiatique, politique dominant, plutôt on a le sentiment d'être minoritaire. Comment on peut faire bouger ça? Patrick Simon, votre enquête, c'est l'INED, l'Institut démographique, l'INSEE, les statistiques. C'est une grande enquête quantitative, on l'a dit, pour les responsables politiques. Vous leur mettez sous les yeux des réalités qui devraient les rassurer. Comment on va faire bouger ça? Comment on peut faire bouger ça? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Vous êtes un citoyen aussi. J'aimerais être optimiste et pouvoir dire que les connaissances qu'on a réunies permettent de détruire un certain nombre de préjugés et de stéréotypes qu'on a à l'égard de plein de situations, et en particulier des musulmans en France. Ça va prendre du temps. Hein. Ça va prendre du temps. Ce qui est assez frappant, c'est la déconnexion de plus en plus flagrante entre les représentations collectives à l'égard des musulmans, les discours politiques qui y sont adressés, et on en a des exemples encore très récents, et voire même, d'ailleurs, je pense, l'enquête qui a été publiée
vous avez fait des références par Le Monde hier, montre que l'opinion publique, supposé que cette enquête la reflète bien, a une vision complètement caricaturale des musulmans en France. C'est une enquête caricaturale, parce que les mêmes disent qu'ils veulent un chef, les mêmes disent qu'ils n'ont aucune confiance dans la politique et ils attendent un sauveur. Bon, donc après ça, les gens ne sont pas toujours très cohérents. Mais enfin, bon, en tout cas, prenons ça comme un élément qui fait un état des lieux de l'opinion. Cette opinion a été structurée, construite depuis plus de 10 ans maintenant par des discours qui disent exactement ce que cette enquête a montré, c'est-à-dire les musulmans ne sont pas compatibles avec la République. Donc ça s'est construit et ce que notre enquête montre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est assez fascinant de voir qu'en réalité, on a toujours cette crainte que les musulmans ne se sentent pas français, par exemple. Alors qu'en fait, quand on pose la question, si, il n'y a strictement aucune variation qui est liée au fait d'être plus ou moins croyant. Il y avait une enquête à 9 sur 10 d'ailleurs se disait voilà, français à Tout à fait. Donc on n'a pas d'éléments qui viennent corroborer ces représentations. De même, on pose des questions sur les amis. Est-ce que les musulmans, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une forme d'entre-soi et finalement on a plutôt des copains qui sont musulmans et puis on vit dans un monde un peu clivé. C'est pas dramatique, mais enfin ça serait ça. C'est pas le cas non plus. C'est-à-dire que les amis, les personnes musulmanes disent qu'ils ont des amis pas tous musulmans. Voilà, ils fréquentent des gens variés et donc même cette idée qu'on vit dans un isolat fonctionne pas. Alors ça fonctionne un peu pour les unions. C'est vrai qu'on choisit pas son conjoint complètement par hasard et qu'il y a quand même certaines formes d'homogamie religieuse. Elle n'est pas absolue, elle est forte, elle n'est pas absolue, et elle n'est pas propre à l'islam d'ailleurs. Elle se retrouve dans la plupart des religions d'ailleurs. Bon, mais on trouve quand même énormément de constats qui ne viennent pas alimenter cette représentation qu'on a d'un problème musulman. Et pourtant, le discours continue à se maintenir. Donc c'est pour ça que je ne suis pas très optimiste, c'est-à-dire que j'espère qu'avec ces résultats et plus de connaissances qui seront réunies et qui ont déjà été constituées par d'autres travaux antérieurs, on va essayer de sortir de ces représentations. Force est de reconnaître que ça fait quand même 10 ans que ces travaux sont sur la table et que les représentations sont plutôt croissantes sur l'hostilité. C'est le problème. Si on prend le cas du HCI, qui est le Haut Conseil d'intégration, qui est l'instance qui réfléchit à la question d'immigration et d'intégration en France, et qu'on lit tous les rapports depuis la création, donc après l'affaire du voile de 89, on rend compte que les sciences sociales sont complètement disqualifiées. Donc si on fait le travail au niveau des citations, donc au départ, dans les années 90, on avait des auteurs comme Khosrow-Cavard, Bobéro, etc., qui étaient mobilisés pour comprendre la réalité sociale. Aujourd'hui, le HCI ne mobilise pas les travaux de Nassera Guéni, de Patrick Simon, etc. Écoute les sondages qui reflètent les préjugés. Non, l'anecdote. L'anecdote. L'anecdote, le côté sensationnaliste. Aujourd'hui, la référence intellectuelle, ce sont tous les auteurs autour des territoires perdus de la République, etc. C'est ce genre d'intellectuels, entre guillemets, qui sont mobilisés pour mener une politique d'intégration. C'est plus grave que ça, parce que le HCI m'a auditionné, par exemple. Mais en fait, il n'y a jamais eu aucun compte-rendu de mon audition dans un des rapports du HCI. En fait, il a disparu. C'était sur les parcours d'intégration, c'est très intéressant. Donc, ça dérangeait ? Oui, je pense que ce que je disais dérangeait. Puis il y avait des membres là qui essayaient de effectivement minimiser ce que j'étais en train d'expliquer. C'était après la sortie des beurettes, donc c'était écrit déjà, pas très bien compris. Et je pense que ça des reflète... beurettes descendantes d'immigrants nord-africains. Ça reflète une résistance, une forme d'inquiétude, d'anxiété qui en fait traverse l'ensemble de ces médias et de ces instances de pouvoir. Et y compris les élites qui sont prises par cette peur. Qui diffusent un discours extrêmement virulent qui finit par effectivement prendre racine, produire des effets délétères. Mais en fait, si on essaie de comprendre ce discours, sa persistance, sa puissance d'influence, il me semble que c'est beaucoup lié au fait que face à soi, on n'a non pas des musulmans qui seraient génétiquement programmés pour être déviants, pour semer le désordre et pour en quelque sorte conduire à la dislocation de la société française, mais en fait des tas de gens qui sont extrêmement articulés, cortiqués, qui sont très compétents dans ce qu'ils font, qui parviennent en fait à développer des pratiques professionnelles, à avoir une intelligence du politique qui parfois même dépasse l'entendement. C'est précisément ce qui s'est passé en 1983 avec la marche pour l'égalité. Tout ça, ça a été décapité. Il y a eu un arraisonnement absolu de ce mouvement-là. Et puis de manière cyclique, ça revient. Avec quelque chose qui est très intéressant, effectivement, qui est ce couplage très étroit entre immigration et intégration, qui fait que plus
il sera difficile pour des Français d'ascendance migrante et coloniale d'être français, et plus il sera légitime de considérer que les immigrants n'ont rien à faire en France. C'est-à-dire qu'il y a un couplage très étroit de ces deux politiques, et qui d'ailleurs montre comment est-ce que l'attente d'intégration qui pendant très longtemps concernait les candidats à la naturalisation s'est étendue aux candidats à l'immigration. Et en fait, le vecteur très actif pour entretenir cette inquiétude, cette anxiété, ces paniques morales successives, c'est le vecteur de l'islam. Mais finalement, c'est celui qui existait déjà lorsque on s'autorisait à dire sale arabe ou sale noir. C'est celui qui existait auparavant lorsque l'on disait sale juif. Autrement dit, c'est un vecteur qui est extrêmement actif et que rien n'est jamais venu en quelque sorte contrecarrer. Donc la question plus générale, c'est comment est-ce que la France peut parvenir à exister avec une physionomie qui aujourd'hui est complètement multiculturelle, avec des pratiques d'ailleurs qui sont complètement banalisées. Autrement dit, c'est ce que montre l'enquête Théo, il n'y a pas de quoi grimper au rideau, tout va très bien en fait. Et donc c'est précisément ce contraste saisissant entre une société qui en fait existe, sans trop d'aléas, et un monde politique qui est complètement dans un état de panique. Mourad Agoun, vous restez militant, vous êtes engagé, donc moi, je suis optimiste. Très optimiste, moi je vous le dis. Il faut nous aider là. Je suis très optimiste parce que je pense que les relents là, de résistance, c'est pas. J'ai tendance à dire c'est trop tard, mais on est en France, on est chez nous. Alors après, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on est là, on fait partie de la République, on fait partie des forces vives de la République. Moi, je le dis, hein, on fait partie des forces vives de la République. Je ne suis pas dans l'angélisme, hein, on ne vit pas à Disneyland, mais on est là aujourd'hui. Donc, on peut nous dire, oui, est-ce que, j'entends dans des médias dire, est-ce que l'islam est un problème en France ou pas, sous prétexte, est-ce que les musulmans sont un problème ou pas. Moi, non, de toute façon, on est là. On est là et on fait des choses, il y a des choses qui se font. Les résistances des gens de pouvoir, c'est parce qu'il va falloir qu'ils partagent le pouvoir. La réalité, elle est là aussi, c'est que les forces vives montent. Et il y a une évolution sociale aussi des fils d'immigrés d'hier. Aujourd'hui, ils deviennent cadres, ils aspirent à des vocations politiques. Voilà. Donc aujourd'hui, les réticences, c'est aussi ça. C'est que on nous a dit pendant longtemps, le pouvoir, il faut le conquérir, on ne le partagera pas. Aujourd'hui, la démarche, elle est là. Donc, il y a des gens qui sont dans des partis, d'autres pas de partis. Il y a des gens qui montent des commerces. Il y a une puissance financière qui commence à se dégager de tous ces enfants issus de l'immigration, qui sont français. Et il y a la génération des enfants qui viennent après. On est là, de toute façon. C'est pour ça que quand je dis je suis optimiste, je ne me dis pas demain tout va aller bien. Mais en même temps, il y a, malheureusement, dans les années 30, on a vécu ça avec la religion un peu juive à l'époque. On disait oui, les juifs, ceci, cela. Et c'était une façon déjà de viser tous l'étranger. Voilà, c'était l'étranger, c'était le juif. Avant, c'était l'étranger en nous, voilà, de certaine manière. Mais en même temps, ça a avancé. Parce que c'est le. Il y a eu quelques catastrophes. Malheureusement, on n'espère pas en arriver là. Mais ce que je veux dire, l'ordre des choses, c'est ça, c'est que ça bouge. On ne peut pas rester dans un système figé. On ne peut pas rester sur des logiques de. Moi, je disais tout à l'heure, les gens veulent un chef, ils en ont marre de la mondialisation, ils veulent fermer l'Europe, tout. Mais on ne va pas s'enfermer chez nous, on ne va pas mettre des murs autour de chez nous. Ça ne marche pas, on sait que ça ne marche pas. Et le monde, il avance. C'est pour ça que je suis optimiste. Moi, je vois on a fait des émeutes en 90. Aujourd'hui, je ne dis pas que tout va bien. Mais aujourd'hui, on peut parler d'islamophobie. Avant, on n'avait pas le droit. Avant, on n'avait pas le droit de parler parce qu'avant, on n'était pas chez nous. On avait réussi à nous marteler. La marche des beurs, c'est ça. C'est un moment aussi, la marche pour l'égalité, c'est dire on est chez nous et on va faire des choses. Marche dont on va fêter le 30e anniversaire. Et il y en a qui marchent encore. On a appelé la marche des beurs après. Oui, alors c'est la marche pour l'égalité. Voilà, et ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui marchent encore. Voilà, l'histoire, c'est qu'il y en a qui marchent encore. Ils ne se sont pas arrêtés en 83 parce qu'ils ont été récupérés. Les gens marchent encore et ça avance. Et ce qui se passe aujourd'hui dans nos quartiers populaires et en France, ça avance. Dernier mot, rapidement, parce que là on a pris beaucoup. Aussi. Il y a des mobilisations. Enfin, si on veut changer les discours dominants sur l'islam et les musulmans, c'est une question de rapport de force politique de manière générale. Et donc il existe des mobilisations, le collectif des féministes pour l'égalité, le CCIF, le CRI, etc. C'est ce que nous faisons là. Voilà, donc, et puis il me semble un des enjeux aussi, c'est la question d'alliance.
Ça concerne tout le monde. C'est tous les citoyens. Ce que je veux dire, c'est que l'islam, c'est pas qu'un problème de musulmans, c'est tous les citoyens. Moi, quand on parle de l'immigration, ça me concerne. On parle de. Je crois que c'est un problème. C'est pas un problème. C'est tous les citoyens sont concernés. La politique, quand même, c'est l'histoire de tous. C'est pas l'histoire que des musulmans. Sinon, on va s'enfermer dans nos trucs à réfléchir. Est-ce qu'on doit faire un truc anti-islamophobie? Non, c'est comment on vit tous ensemble. Je crois que la vraie question, c'est de toute façon, on est ensemble, donc il faut qu'on trouve des vivre ensemble. Quitte il faut débattre. C'est pour ça que moi je suis venu de Lyon, parce que je crois que c'est important le débat aussi, de discuter, quitte à des fois se disputer, c'est pas grave. Il faut qu'on arrive qu'on sorte du côté un peu aseptisé où il ne faut pas dire ce mot parce que ça va fâcher. Faut pas... Non, moi je suis pour des débats, même si c'est parfois un peu houleux, mais aussi c'est ça. Patrick Simon, le mot de la fin. Je pense que je serais complètement d'accord avec Mourad. Je crois que ce qui est fascinant, et ce qui est inquiétant quand même malgré tout, c'est que c'est le politique qui doit organiser ça. C'est-à-dire que le verrou aujourd'hui, il n'est pas dans les rapports sociaux. Les rapports sociaux se construisent. Il y a une réalité qui s'est dégagée. Ça fait 30 ans qu'elle est là. Elle est posée sur la table. Et le politique a réussi à empêcher l'organisation et la convergence d'une société qui est travaillée par cette diversité. Et c'est là où je trouve ça très inquiétant. C'est que le politique se pose toujours des questions qui ne se posent plus normalement. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il soit en avance sur ces évolutions, il est réactionnaire au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'il fait toujours semblant de croire qu'il est possible d'aller en arrière. En arrière vers quoi? On ne sait pas. Mais il y a toujours l'image d'une France immémorielle qui serait préalable avant l'arrivée des immigrés, en tout cas avant l'arrivée de l'islam comme partie prenante de l'existence même de la société. Et ça, c'est quelque chose qui est dramatique. On aurait envie de continuer longtemps, mais il y a un dernier et ultime plateau qu'il va peut-être falloir même raccourcir un peu parce qu'on a pris du retard. Donc merci à tous les quatre et voilà, et les autres pendant qu'ils s'installent.